Frères Lumière, Sœurs Étoile, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo historique pour parler, réactualiser les images, les souvenirs d'une période charnière dans l'histoire de France, la France qui se constitue petit à petit, et qui est le passage d'une Gaule celtique avec ses caractéristiques à une Gaule romaine avec ses caractéristiques. Pour le faire, je vais élargir le contexte et partir d'il y a 20 000 ans, de la situation d'il y a 20 000 ans. À ce moment-là, nous sommes dans une période glaciaire, la période de Würm, et les glaciers recouvrent toute l'Europe du Nord. En France, nous avons de la toundra et de la steppe. Il faut descendre en Espagne ou en Italie pour avoir des forêts. On peut aller depuis la France à l'Angleterre à pied. Et Cro-Magnon règne. Il n'y a pas énormément d'habitants à l'époque, hein, mais Cro-Magnon règne en tant que chasseur-cueilleur sur le territoire de la France. Et il nous laisse dans les grottes de Chauvet, de Lascaux, etc., de magnifiques dessins que nous pouvons encore admirer aujourd'hui. Il y a 15 000 ans, nous entrons dans une période interglaciaire, donc réchauffement climatique qui va modifier donc le climat et qui va permettre, ce qui n'était pas possible avant, l'eau monte de 120 mètres, on ne traverse plus ce qui est maintenant la Manche, on ne va plus directement en Angleterre à pied, sauf à prendre éventuellement le tunnel sous la Manche, mais il vaut mieux y aller en train. On s'approche petit à petit du néolithique. Le néolithique, comme tout le monde le sait, c'est ce moment où l'homme passe d'une situation de chasseur-cueilleur à une situation plus sédentaire, où il cultive et où il élève des animaux. Et puis il va tisser, il va faire des poteries, etc. Le néolithique est un peu plus tardif chez nous qu'au Moyen-Orient, par exemple. Il arrive très progressivement, mais il va transformer profondément notre façon d'être. Avec, il y a cette période assez énigmatique de il y a 4000, à partir d'il y a 4500 ans, vont apparaître un petit peu partout en Europe de l'Ouest des mégalithes. C'est avant les Celtes, hein, donc souvent on confond les deux, mais ça n'a rien à voir avec les Celtes, le temps des mégalithes. Et on trouve encore aujourd'hui, donc à Carnac, à Stonehenge, bien un peu partout vraiment dans l'Europe de l'Ouest et centrale, des menhirs, des dolmens et des cairns. Il faudra attendre 2000 ans avant Jésus-Christ pour entrer dans l'âge du bronze, donc ce moment où on a pu fondre ensemble du cuivre et de l'étain pour donner ce métal beaucoup plus efficace, résistant, qui s'appelle le bronze. Et en même temps, c'est l'arrivée d'une vague indo-européenne, même langue, jusqu'à nous, et également qui va se répandre jusqu'à l'Inde. Il y a des racines linguistiques pour cette raison, de l'Irlande à l'Inde. Dans les différentes langues, il y a un même fond commun. Voilà, et c'est en 800, à partir de moins 800 jusqu'à moins 125 qu'on va entrer dans l'âge du fer, avec différentes dénominations, hein, Hallstatt pour un site en Autriche, Latten plus tard pour un site en Suisse, où va pouvoir commencer à se répandre ce qu'on appelle à proprement parler la culture celte, une langue celte, hein, le gaélique, que les Bretons parlent encore aujourd'hui pratiquement, et donc une organisation sociale typiquement celte, avec un certain nombre de peuples, et gouverné par un roi, une noblesse guerrière, et puis un clergé, qui est aussi enseignant, qui est aussi guérisseur, avec cette fameuse trilogie que l'on connaît, du druide, du barde et du vate. En 125 avant Jésus-Christ, nous nous trouvons dans cette situation où la Gaule est peuplée d'une soixantaine à peu près de peuplades différentes. Alors, les Lingoins, pour les Bourguignons, les Éduins, plus bas pour la Saône-et-Loire, les Séquanes du côté de Besançon, les Carnutes
du côté d'Orléans, les Bituriges du côté de Bourges, les Arvernes du côté de Clermont-Ferrand, les Allobroges, Savoie, etc., etc. Mais César va nommer la Gaule généralement en 3 régions principales, la Celtique, la Belgique, la Celtique est au centre, la Belgique en haut, et l'Aquitaine sud-ouest. Et également, le fait remarquable dès 125 avant Jésus-Christ, c'est que va se constituer une Gaule transalpine dirigée de plus en plus en tant que province par Rome, qui s'y est implantée progressivement au fil des nécessités de la guerre, la nécessité de commerce avec l'Espagne, et puis parce que la romanisation se fait progressivement d'une manière naturelle. La Gaule transalpine avait déjà été en toute petite partie colonisée. Il y avait des comptoirs installés là par les Grecs de Phocée, qui étaient venus en 600 avant Jésus-Christ fonder Massalia, qu'on appelle toujours aujourd'hui la cité phocéenne. Massalia va également essaimer, créer Arles et créer Avignon. D'autres cités vont être créées par les Grecs un petit peu plus tard, comme Nice, Nicaïa, comme Antibes, Antipolis, Agde, qui je crois s'appelait Agatétique, quelque chose comme ça. Et les Romains, en arrivant, vont commencer eux aussi à créer des villes. Je crois que Aix-en-Provence, dont je ne sais plus le nom romain, va être la première ville vraiment romaine, gallo-romaine, à s'installer en France. Puis il y aura Narbonne, etc. Et ces villes gallo-romaines vont commencer à commercer, à communiquer, à avoir beaucoup d'interactions avec la Gaule, jusqu'à ce que, nous sommes en 58 avant Jésus-Christ, et les Édouins de l'époque vont demander l'aide de Jules César, qui venait d'être consul pour une année à l'époque. Il y avait 2 consuls à Rome, mais seulement pour un an, il ne pouvait pas être élu, bien qu'il y ait eu beaucoup d'exceptions. Et à l'issue de son consulat, César avait été nommé proconsul, donc gouverneur de la Gaule transalpine, la Narbonnaise, et c'est lui que les Édouins ont demandé à l'aide quand les Helvètes ont commencé à traverser le territoire gaulois, les Helvètes qui sont un peuple celte, mais poussés par les Germains. Les Helvètes veulent traverser la Gaule pour aller s'installer du côté de Bordeaux. Mais c'est 300 000 personnes qui font bien des ravages en traversant la Gaule. Et donc les Édouins demandent une aide à César qui n'attendait que ça parce qu'il essayait d'acquérir du prestige par des conquêtes militaires. Donc il essayait d'obtenir du Sénat le droit d'intervenir et il va l'obtenir. Parfois, par la suite, il va plus ou moins outrepasser l'avis du Sénat pour continuer ses propres conquêtes, arriver à ses objectifs personnels. Mais là, il intervient pour chasser les Helvètes à la demande des Édouins, servant ses propres intérêts à lui, César. Et à Bibracte, il y a une bataille célèbre. Bibracte, c'est à côté d'Autun. Bibracte a presque disparu aujourd'hui, même si archéologiquement on l'étudie beaucoup. Autun était presque une seconde Rome à une période. Et dans la foulée de Bibracte et du fait que les Helvètes sont repartis dans leur contrée entre le lac de Genève et le lac de Constance, les Séquanes, une autre peuplade du côté de Besançon, ont demandé également l'aide de César pour chasser les Germains, ce à quoi César s'est avec plaisir occupé. Besançon s'appelait à l'époque Vézancio, donc il y a une bataille là, une grande victoire. Nous sommes en 58 avant Jésus-Christ. Dans la foulée, César va batailler les Belges, qui sont toujours assez réfractaires à toute forme d'autorité. Les Suétiens, un peuplade suétien, est anéanti. César intervient également du côté de la Basse-Normandie, pas la Normandie, mais la Basse-Bretagne, pour vaincre les Vénètes, qui commerçaient, commerce très florissant entre l'Angleterre et l'Espagne. Et puis César, nous sommes en 56 avant Jésus-Christ, laisse ses officiers intervenir en Normandie
en Gaule du Sud-Ouest. Pendant quelques années, on obtient le statu quo, mais petit à petit, les Gaulois sont insatisfaits des accords passés avec César, qui fait un petit peu ce qu'il veut, et il va y avoir une révolte à Orléans, qui s'appelait à l'époque Cénabum. Orléans qui correspond à la Sologne, hein, à toute cette zone de la forêt des Carnutes, où les druides étaient censés se retrouver tous les ans. Voilà, et les Gaulois tuent les commerçants romains de l'endroit. César va bien sûr réagir et va lui-même provoquer un massacre à Bourges, qui s'appelait Avaricum, je crois, à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, là nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, alors qu'à Orléans, Vercingétorix a été élu comme chef pour fédérer l'ensemble des peuplades gauloises. Différentes batailles vont avoir lieu, dont une à Gergovie qui est une victoire de Vercingétorix qui lui fait prendre confiance qu'il peut vaincre César. Il continue comme ça, il y a toute une série de batailles où César est plus ou moins vaincu, au point qu'il réfléchisse à se replier du côté de la Gaule transalpine, de la Narbonnaise, où il est à l'abri. Sauf que Vercingétorix, pourtant victorieux à ce moment-là, a l'idée d'en profiter pour essayer d'écraser les troupes de César, mais mal lui en prend, puisque lors d'un revers, il doit se replier du côté Alésia, Alès-Sainte-Reine, même si c'est un petit peu débattu, du côté du mont Auxois, Vénaré-les-Lômes, Semur-en-Auxois, c'est cette région-là. Et Vercingétorix est donc cerné par les armées de César, qui établissent un camp, des remparts autour d'Alésia. Un premier rempart de 16 km, et puis un second de 21 km, parce que César est au courant que Vercingétorix attend des renforts, une énorme armée qui doit arriver pour batailler et libérer Vercingétorix de son emprisonnement dans l'oppidum d'Alésia. L'armée tarde à venir, l'armée de renfort gauloise tarde à venir, mais elle arrive quand même, et par deux fois elle essaye de percer la barrière du camp de César. César qui est sauvé par sa cavalerie, alors qu'il aurait vraiment, tout se tient à pas grand-chose, hein, au fil de l'histoire, de toute façon on sait ça. Mais César remporte la victoire, Vercingétorix se rend, il sera emprisonné pendant 6 ans dans les geôles de Rome et puis exécuté lors du triomphe de César. Nous avons à la suite de ça une Pax Romana, ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, pendant 2 siècles, même si évidemment il y a beaucoup d'aléas. Pendant ces 2 siècles, il y aura 3 régions définies, alors par César, puis par Auguste et les suivants. La région de la Lugdunès, qui est la région centrale en Gaule, la région de la Belgique, puis la région de l'Aquitaine, puis il y aura toujours bien sûr la Narbonnaise. Et Lyon sera la capitale des 3 régions principales de la Gaule, où tous les ans il y aura une rencontre des différents chefs gaulois avec les Romains. Voilà, les villes vont commencer à s'agrandir et à se mixer vraiment à la culture romaine. Les Gaulois vont vraiment devenir des Gallo-romains. À partir du IIIe siècle, on va avoir les invasions barbares, germaines, qui vont commencer progressivement, d'abord ponctuellement, mais obligeant petit à petit les villes gallo-romaines à se fortifier. À Dijon, par exemple, c'est à ce moment-là qu'est créé le castrum, mais dans toutes les grandes villes, la même chose va se passer. Pour résister aux invasions barbares, on va créer des forteresses, des remparts, qui vont protéger la ville. Le reste de la ville n'étant pas protégé, va péricliter. Par exemple, à Lutèce, la partie de la rive gauche où était vraiment développée toute une société gallo-romaine, avec des thermes, avec des arènes, avec un théâtre, avec un cirque, va être balayée par les invasions barbares, et Lutèce va devoir se replier sur l'île de la Cité.
Voilà, tout cela va continuer, ces invasions vont se développer de plus en plus. À partir de 400 avant Jésus-Christ, les invasions sont massives, manifestes, surtout avec l'arrivée des Huns et Attila, qui poussent les tribus des Germains qui jusque-là étaient limitées dans leur poussée vers l'Europe de l'Ouest. Ils les poussent complètement et on entre en Gaule les Francs saliens, les Alamans, les Alains vers Orléans, qui seront stationnés vers Orléans, les Burgondes, les Wisigoths qui viendront en passant par le sac de Rome, qui viendront s'installer en Aquitaine. Et jusqu'en 476, avec la fin de l'Empire de Rome d'Occident, et puis par la suite, donc en France, les Francs saliens, dans lequel est né Clovis, interviendront de manière déterminante également pour constituer petit à petit un royaume de France. Charlemagne le confirmera, et bien d'autres aléas, bien d'autres épisodes dont peut-être je vous parlerai plus tard. Merci beaucoup, amis frères Lumière et sœurs Étoile. À bientôt.